femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Linda Gale Arrigo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode en compagnie de Linda Gale Arrigo. La semaine dernière, elle nous avait partagé comment elle était arrivée à Taïwan très jeune, dans les années 60. Elle s'était mariée et puis elle était repartie aux États-Unis, d'où elle est originaire. Elle avait commencé en 1968 des études d'anthropologie à l'université de San Diego, puis de retour à Taïwan pour une étude de terrain auprès des travailleuses d'usine. Elle s'est impliquée dans le mouvement féministe et surtout dans le mouvement d'opposition, un mouvement qui demandait la fin de la loi martiale. Elle s'est alors mariée avec Shi Mingde pour éviter d'être expulsée, qui était un leader de l'opposition et le directeur du Formosa Magazine, donc un magazine majeur qui publiait des textes pour demander la fin de la loi martiale, qui a fini par être arrêtée. Linda Arrigo a été déportée et elle a lancé une campagne depuis les États-Unis pour le soutenir, lui et d'autres prisonniers politiques. Voilà en très condensé un petit peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais reprendre le fil de ses études d'anthropologie et de son intérêt pour les questions féministes depuis ses premières observations à Taïwan dans les années 60. Et puis on parlera de l'évolution de la société la semaine prochaine, et en particulier pour les relations parents-enfants et mariage, ou bien absence de mariage et d'enfants pour aller jusqu'au plus récent. Je me suis intéressée très tôt aux questions féminines. En fait, c'était ma motivation première, avant même l'opposition en tant que telle. Quand j'ai épousé un Taïwanais, je pense que j'ai moi-même été très bien traitée. En tant qu'Américaine, on m'a laissé beaucoup de liberté, mais je voyais bien comment étaient traitées mes belles-sœurs. Mon mari avait 4 frères, il était le 3e et il était le plus beau et le plus actif. Mais je voyais à quel point les femmes des autres frères étaient traitées de manière très injuste, en particulier ma belle-sœur aînée. Elle se plaignait amèrement d'être si harcelée parce qu'elle avait 4 filles et qu'elle devait continuer à avoir des enfants jusqu'à ce qu'elle ait un garçon. Elle disait que c'était le sperme du père qui déterminait le sexe de l'enfant et non la femme, mais c'était elle qui était punie. Elle expliquait très clairement comment son mariage avait été arrangé et qu'elle ne voulait pas vraiment épouser cet homme. Des années plus tard, elle disait qu'ils s'entendaient très bien, mais c'était après 30 ou 40 ans de mariage. Le plus jeune frère de mon mari, bien qu'il ait subi moins de pression que l'aîné, était à l'origine fiancé à une femme qu'il connaissait depuis de nombreuses années et qu'il comptait vraiment épouser, mais elle était une fille adoptive issue d'une famille aisée. Simplement parce qu'elle était adoptée, ses parents ont refusé qu'il se marie avec elle. Ils ne voulaient même pas en discuter, comme si le fait qu'elle soit une fille adoptive, c'était perdre la face. Il a fini par céder et a renoncé à la femme qu'il aimait. Tout ça m'a beaucoup choquée. Le statut, mais aussi la nationalité peuvent être des raisons pour les parents pour refuser un mariage avec l'un de leurs enfants. Dans le cas de la sœur de mon mari, j'ai vu comment ils ont essayé de la marier à un médecin. C'est très important pour une famille riche. On veut que sa fille se marie avec un médecin. Mais elle est tombée amoureuse d'un Américain pendant un séjour aux États-Unis. Il était doctorant à Stanford, ce qui était très prestigieux, mais ses parents ont refusé leur mariage. Ils étaient heureux que leur fils épouse une Américaine, c'est-à-dire moi, mais ils ne laissaient pas leur fille épouser un Américain. Il y a une discrimination nationale et sexuelle assez flagrante. Si mon pays prend les femmes de votre pays, je suis en position de supériorité. Mais si ma fille est prise par une autre nationalité, alors je suis en position d'infériorité. C'est très paternaliste. J'ai été très impliquée dans cette lutte pour la sœur de mon mari et j'ai pu voir toutes ces luttes pour le contrôle, à quel point les parents peuvent contrôler leurs enfants et à quel point ils s'attendent à pouvoir les contrôler. Je pense que cette expérience précoce a beaucoup influencé mon intérêt pour l'anthropologie. Quand on parle de Taïwan et de comment les parents peuvent essayer de contrôler le mariage de leurs enfants et en particulier de leurs fils, il faut aussi parler des petites filles adoptées.
Taïwan est très connu pour une coutume particulière qui consiste à adopter une petite belle-fille. Et les filles peuvent être adoptées pour de nombreuses raisons. Et un type particulier d'adoption consiste à adopter une fille pour la marier à son fils. Mon professeur à l'université de Stanford, Arthur Wolf, a particulièrement étudié ce sujet et le tabou de l'inceste pour voir si les gens peuvent être attirés par leur sœur adoptive. Il a découvert que si on grandit avec une petite fille avant l'âge de 8 ans, on la considère comme sa sœur et non comme sa future épouse. C'est une sorte de tabou incestueux naturel. On pourrait dire que la famille chinoise traditionnelle utilise cela parce qu'elle ne veut pas que les hommes soient séparés de leur famille à cause de leur attirance pour leurs femmes. La famille traditionnelle chinoise s'efforce beaucoup d'affaiblir les relations entre mari et femme, qui est secondaire par rapport à la relation mère-fils et à la relation parent-enfant. C'est donc après avoir observé tout ceci d'abord avec sa belle famille à Taïwan, puis en retournant aux États-Unis, que Linda Gale Arrigo a commencé ses études d'anthropologie. Quand j'ai commencé à étudier l'anthropologie à l'Université de Californie à San Diego, c'était un domaine nouveau pour moi et je me suis intéressée de près au courant du matérialisme culturel. En gros, les caractéristiques culturelles ne viennent pas de nulle part. Elles ont une fonction particulière dans la société et sont liées à la base matérielle sur laquelle repose la production alimentaire et la reproduction de cette société. Le matérialisme culturel vient de Marvin Harris, qui a écrit un manuel dans les années 1970. C'est une école de pensée qui n'est plus très populaire aujourd'hui. Elle explique avoir été influencée par le livre Political Systems of Highland Burma, les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie, d'Edmund Leach, un livre qui compare les groupes tribaux des groupes des plaines. Nous pouvons faire le parallèle avec la société chinoise, avec d'une part les populations autochtones qui ont tendance à avoir une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent divorcer si elles le souhaitent, elles peuvent chasser leur mari, elles peuvent se remarier. Il n'y a pas d'héritage de terre privée, c'est un point important. Ces sociétés sont souvent matrilinéaires, il n'y a pas de hiérarchie aussi stricte dans la lignée et très souvent l'homme doit aller servir la famille de sa femme avant que le mariage ne soit reconnu. En général, les exigences en matière de virginité ne sont pas aussi strictes dans toutes les sociétés tribales. Dans certaines sociétés, une femme enceinte avant le mariage a plus de valeur qu'une femme qui ne l'est pas, car cela signifie qu'elle est fertile. Les sociétés tribales possèdent beaucoup de terres et donc se reproduire permet d'avoir plus de main-d'œuvre et de s'enrichir. C'est un cas typique des sociétés tribales. Mais pour les sociétés rizicoles ou les sociétés plus densément peuplées, elles disposent d'une quantité limitée de terres. On ne peut survivre que si l'on obtient des terres de ses parents et grands-parents. Les sociétés agricoles avec des paysans et un gouvernement central sont presque toutes patrilinéaires et nous le voyons très clairement dans la société chinoise qui au cours des 2 derniers millénaires a été la société paysanne la plus densément peuplée au monde. Notre position sociale est déterminée par la quantité de terres dont on hérite. C'est en fait le sujet de ma thèse de doctorat. Il s'agit d'une société inégalitaire où les riches se reproduisent davantage, se marient tôt, ont plus d'épouses, tandis que les pauvres disparaissent parce qu'ils doivent payer un loyer pour les terres qu'ils ne possèdent pas et ils vivent même à la limite de la subsistance. Il en résulte dans la société chinoise un culte des ancêtres poussé à l'extrême. Tout est axé sur l'obéissance à ses parents, la gratitude envers la terre et la subsistance que l'on a reçue des générations précédentes. L'obéissance à ses parents, moi, ça me fait surtout penser au confucianisme. La moitié du confucianisme est « obéis à tes parents » et l'autre moitié « obéis à l'État ». C'est donc très patrilinéaire, mais aussi très autoritaire. Il n'y a pas d'alternative à l'obéissance à ses parents, la piété filiale est la vertu suprême. Et vous devez obéir à l'État afin de maintenir un bon ordre social.
Et c'est quelque chose que l'on peut toujours voir, même si pas forcément de la même façon, encore de nos jours en Chine et à Taïwan. Nous avons encore l'héritage de ces traditions. Évidemment, les parents n'ont plus la même capacité à contrôler leurs enfants qu'auparavant, lorsque la terre était la principale propriété et que la terre héritée déterminait la position sociale. Mais pour les familles d'affaires à Taïwan, qui transmettent leurs entreprises à leurs enfants, bon nombre de ces restrictions sont toujours en vigueur, du moins parmi ma génération. Dans certains cas, les parents ne sont pas en mesure de contrôler leurs enfants. Les parents doivent accepter le fait qu'ils se rebellent et les enfants ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour se rebeller aujourd'hui. Ils trouvent d'autres emplois. Dans un cas que je connais, plutôt que d'accepter l'entreprise, le fils est allé travailler comme barista dans un club et il a épousé une femme d'Amérique latine. En ce qui concerne le confucianisme et l'autoritarisme qui en découle au niveau de l'État, Linda Gale-Arrigo a aussi noté une caractéristique géographique qui facilite pour la Chine la centralisation du pouvoir en un seul lieu. Il existe une comparaison très importante entre l'Europe et la Chine que je n'ai vraiment remarqué qu'il y a une dizaine d'années. Les excédents agricoles qui peuvent être exportés ou payés en impôts ou en loyers s'écoulent généralement par les fleuves, car il est très difficile de transporter des marchandises en vrac dans les sociétés pré-industrielles. Les grandes villes administratives sont situées au carrefour de grands fleuves. Une grande partie du territoire et même la topographie de l'Europe ne diffèrent pas beaucoup de ceux de la Chine. Il y avait une forte densité de population il y a quelques siècles à certains endroits. Mais les fleuves se jettent tous dans des océans différents, de sorte que les points de collecte des excédents sont dispersés. La Chine était très différente dans la mesure où ces fleuves coulaient tous vers l'est et étaient reliés par le Grand Canal. Les grands nœuds de connexion pouvaient donc être maintenus sous contrôle central, tandis qu'en Europe, ils étaient dispersés. L'Europe a été divisée à maintes reprises, comme l'Empire romain. Elle ne parvenait pas à rester unie. La Chine est restée unie ou s'est continuellement réunifiée pendant 2000 ans. Cette centralité constante de l'Empire s'est accompagnée de la bureaucratie confucéenne. La bureaucratie confucienne, c'est le système des examens qui était aussi avec des examens de niveau local et puis national. Et il fallait réussir les examens nationaux pour pouvoir atteindre les postes les plus élevés. Et ensuite, les personnes étaient dispatchées dans des provinces qui n'étaient pas leur province d'origine pour éviter qu'elles accaparent trop de pouvoir à un seul endroit et donc que le pouvoir reste surtout dans les mains de l'empereur. Nous avons donc dans la société chinoise traditionnelle, d'une part cette obéissance à l'État et d'autre part cette obéissance à la famille, aux parents, qui sont tous les deux très marqués et très valorisés, avec assez peu de marge de manœuvre si on n'est pas d'accord avec l'un ou avec l'autre. Le confucianisme était l'idéologie d'État. Et ensuite, dans le système familial, comme je l'ai déjà présenté, l'héritage des terres forçait l'obéissance à la hiérarchie. L'obéissance à l'État, l'obéissance aux parents sont donc profondément ancrées dans la société traditionnelle chinoise et je tiens à dire taïwanaise et japonaise, et ailleurs dans une moindre mesure. Mais la densité de population est un attribut essentiel du respect des ancêtres, la valeur relative de la terre étant si importante. Je pense que c'est une caractéristique fondamentale de la civilisation chinoise qui ne disparaît pas facilement, même si bien sûr elle s'affaiblit depuis plus d'une génération, presque deux. Mais elle reste profondément ancrée dans de nombreux aspects, même dans la langue, la religion, la mentalité familiale, les habitudes et les termes familiaux. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode en compagnie de Linda Gale-Arrigo, une chercheuse donc d'origine américaine qui a passé de très nombreuses années de sa vie à Taïwan et qui, la semaine prochaine, continuera à nous parler de comment elle a vu cette société évoluer. Donc aujourd'hui, on a plutôt vu les bases historiques, traditionnelles de la société chinoise et de sa structure. Et donc la semaine prochaine, nous parlerons de l'influence de l'industrialisation sur Taïwan, toujours selon les expériences personnelles et aussi académiques de Linda Arrigo.
C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.